Tout de suite, moi, je suis tombé dans la supply chain, la logistique, la planification, la réalisation de comment produire le mieux possible. La supply chain devient un moteur de la performance économique et opérationnelle de l'entreprise. Ils ont des capacités de financement plus élevées, de concurrence sur un marché, sur un produit. Les habitudes de consommation évoluent très vite. Les différents marchés au sein de l'Europe, aujourd'hui, c'est la Chine. Le poids de la norme, il faut la payer à un moment donné. Une robotisation des moyens. L'apprenti sorcier a dépassé le maître. Supply chain, pour moi, elle est au cœur de cette transformation. À comprendre comment fonctionnaient les hommes. L'agilité d'une entreprise, ça ne se décide pas comme ça. Une avance de compétitivité sans aucun doute. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du podcast Les Industriels. C'est un podcast portrait qui met en lumière le parcours de ceux qui construisent une industrie compétitive et responsable. Parce que je pense que pour valoriser l'industrie, il faut d'abord commencer par valoriser les gens qui font l'industrie. Je me présente, je m'appelle Soufiane, je suis cofondateur de l'agence de notation de la compétitivité industrielle. Et on a pensé qu'il était important de faire ce podcast parce qu'on parle souvent d'innovation, de souveraineté industrielle, de réindustrialisation ou bien d'objectifs de développement durable. Mais on oublie souvent ceux qui rendent tout cela possible. On va parler du parcours des gens qui ont choisi l'industrie comme métier et qui ont décidé d'en faire leur carrière. Notre invité aujourd'hui va partager avec nous son expérience, va nous dire pourquoi et comment il s'est retrouvé dans l'industrie et va aussi nous donner son avis sur les défis et sur les enjeux de l'industrie d'aujourd'hui et celle de demain. Alors Eric, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ton expertise, ton parcours et ta vision de l'industrie et du conseil. Tu es expert supply chain et certifié par notre agence de notation. Tu accompagnes aujourd'hui les entreprises dans l'amélioration de leur compétitivité à travers l'ingénierie end-to-end supply chain. Alors avant de te poser quelques questions sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que l'ingénierie end-to-end supply chain ? Quel est son rôle et quel est son impact sur la compétitivité des entreprises industrielles ? Merci Soufiane pour ton invitation. Et sur cette question, déjà, tu commences très fort. Je commencerai peut-être par une petite définition de cette supply chain end-to-end pour préciser la dimension qui dépasse ce que l'on appelle habituellement la logistique et qui va couvrir l'ensemble de l'organisation des relations avec les fournisseurs, les prestataires bien sûr, et organiser les prestations avec la distribution vers le client final. Donc la supply chain end-to-end, c'est ça, effectivement, ce end-to-end entre le début des ressources et des matières vers le client final. Et ça approche une autre dimension qui est plutôt cette fois-ci verticale dans l'entreprise, qui est la dimension stratégique, tactique, là où on retrouve les processus, et exécution, là où on retrouve la production de l'atelier. Donc c'est un aspect important dans la compétitivité d'une entreprise, au final. Un aspect essentiel même, je dirais, stratégique, incontournable. Aujourd'hui, la supply chain devient un moteur de la performance économique et opérationnelle de l'entreprise, sans aucun doute. Moi, personnellement, je pense que sans supply chain, l'entreprise, juste, elle ne fonctionne pas. Donc, elle ne tourne pas. Tu résumes bien. Voilà. Tu résumes bien. La supply chain gère 3 dimensions dans les flux, 3 types de flux. Les flux d'infos, comment on communique avec nos clients, nos fournisseurs. Les flux de matière, c'est les flux de stock, les achats, comment tu gères tes appros, comment tu distribues tes produits finis. Et les flux financiers. Au travers de la supply chain, on voit passer tous les flux financiers. Alors moi, je suis complètement aligné avec toi parce que je pense que dans la supply chain, c'est un élément central de la compétitivité d'une entreprise. Et c'est pour ça qu'on l'a intégré dans la notation, dans l'évaluation de la compétitivité. Et justement, elle touche à plusieurs départements de l'entreprise. Elle n'est pas quantifiée juste à la logistique. C'est exactement ça. La logistique est ce que l'on peut résumer au travers des opérations des entrepôts, on va dire des flux physiques de produits. La supply chain commence dès la conception du produit en relation avec les bureaux d'études. Je prends juste un exemple. Lorsqu'il faut industrialiser un produit, tu as besoin des moyens, des ressources, des hommes et des compétences qui vont avec la réalisation de ce premier produit, ce prototype. Donc ça commence là. D'accord. Ça commence dans la dimension de l'éco-conception du produit. Maintenant, ça devient incontournable. Et cette supply chain prend en compte en plus
la manière dont le produit sera adressé, livré au client final. Oui. Comment il sera utilisé dans la chaîne logistique. Donc toute cette combinaison, ce sont les supply chain managers et logisticiens qui sont en mesure de les décrire, d'apporter leurs témoignages, leurs besoins aux concepteurs, au marketing et aux commerciaux. D'accord, donc ça touche vraiment tous les aspects de l'entreprise. On croise l'ensemble des flux, des organisations et des services de l'entreprise. Exactement. Et on croise aussi les flux et les organisations des fournisseurs, de rang 1, de rang 2, de rang 3. Donc, ce que tu évoques, alors je vais illustrer un des aspects de mon expertise, pour parler de ça, c'est l'audit. Alors, on parle d'audit financier, on connaît aussi les audits internes. Moi, je pratique un audit qui est un peu différent, qui est celui de la performance dans l'organisation supply chain. C'est un audit un peu particulier qui va justement chercher, côté fournisseur, comment ces fournisseurs structurent leur supply, leur appro, leur robustesse, parce qu'un fournisseur défaillant, devient pour nous, en tant qu'utilisateur de ce service, un risque. Donc la supply chain, c'est aussi de l'analyse de risque que l'on évalue au travers d'audits chez nos fournisseurs, entre autres, moins 1 et moins 2. Ouais. Effectivement, faut aller plus loin, parce que moi, ce que je dis, c'est avoir un bon fournisseur, c'est d'abord... qu'est-ce qu'est la définition d'un bon fournisseur? Moi, je dis que c'est celui qui a d'abord de bons fournisseurs. Donc, il faut remonter la chaîne, parce que le goulot peut se trouver un peu n'importe où. Même si on est performant soi-même et que notre fournisseur ne l'est pas, en final, c'est toute la valeur qui est... Tu illustres un aspect qui est un peu le combat de la supply chain, ce fameux goulot. Aujourd'hui, tout le monde connaît le goulot dans l'entreprise sur une machine. Voilà, pour faire simple. Aujourd'hui, nous connaissons des goulots dans les chaînes d'approvisionnement primaire des fournisseurs moins 1, moins 2 et moins 3, voire moins 4. On a des fournisseurs monopolistiques sur des produits. Je vais juste prendre le cas des matières rares, des terres rares, voilà, l'exemple type. Mais je vais prendre un autre exemple très récent dans l'actualité qui est celui qui fournit un certain composant de lait que tous nos industriels européens utilisent. Voilà, on a trouvé au travers d'une crise un goulot, un point critique dans la chaîne d'approvisionnement sur un élément, un composant, et ça a suffi pour déstabiliser, arrêter et toute la chaîne aval de transformation qui en découle, quoi. Oui. Et c'est pour ça qu'on parle... C'est juste un exemple. Et c'est pour ça qu'on parle de end-to-end supply chain. End-to-end supply chain, voilà, pour exprimer ce côté fournisseur de rang moins 1, moins 2, moins 3, jusqu'à la dimension client, au sens client-utilisateur, qui est vraiment le client final du produit réalisé, bien sûr. D'accord. Alors parlons un peu de toi. J'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours académique. Finalement, qu'est-ce qui t'a amené vers l'industrie, vers la supply chain et vers le conseil aussi? Alors, c'est une excellente question. Merci, vraiment, j'adore en parler parce que je n'ai pas du tout le type de parcours que l'on pourrait croire l'ingénieur en supply chain. Eh bien, je n'ai pas du tout suivi ce parcours-là. J'ai d'abord fait un parcours très technique qui consiste à concevoir les procédés de fabrication. Voilà, donc on est déjà dans la réalisation des procédés industriels et déjà ça, c'est lié à cette attirance que j'avais il y a très longtemps. On peut parler de dizaines d'années maintenant, de quelques dizaines pour l'industrie. D'accord. Okay. Si je suis allé vers le tech, au sens de procédé des productions, c'est bien parce que j'étais attiré par l'industrie. Ça, c'est un premier point sur lequel on va revenir. Derrière, dans cette activité de management des activités, tout de suite, moi, je suis tombé dans la supply chain, la logistique, la planification, la réalisation de comment produire le mieux possible.
et donc coordonner les ressources en interne dans l'entreprise. Là, ça m'a amené à comprendre comment fonctionnaient les hommes. Parce que mon parcours d'avant n'avait jamais abordé ça. Oui. Comment manager des hommes quand tu as fait de la tech? C'est pas très facile de savoir manager les caractères, les individus de chacun. Et donc, j'ai un peu creusé cette question en ayant fait juste une petite licence en psycho du travail, quelques années au CNAM d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on va en parler sur la psychologie. Je pense c'est très utile, je pense. L'écoute. Donc ça, pour moi, ça a été un rouage important à comprendre dans le management de la supply chain. Et la troisième dimension, eh bien, c'est un parcours à l'ESSEC où j'ai sur 2 ans travaillé plutôt la dimension de la gestion d'entreprise au sens financière, stratégie. Ça, c'était absolument nécessaire pour prendre de la hauteur sur l'évolution des marchés, l'évolution des modes de consommation, la prospective, toutes ces dimensions qui nous permettent, à nous, en tant que conseil, d'apporter un regard. Et c'est en voulant faire du conseil que je suis allé faire en premier lieu un petit passage quelques années à l'ESSEC. D'accord. Ça m'a permis vraiment de bien choisir, de bien améliorer cette connaissance, cette approche analytique aussi, approche analytique des marchés, du fonctionnement, de l'écosystème industriel, commercial. Très, très varié. Moi, je pense que c'est ce qui m'a manqué un peu dans ma formation d'éco-ingénieur, qui était très technique, mais du coup, on n'avait pas pris la hauteur, en tout cas, on ne nous a pas enseigné cette hauteur qu'il fallait pour comprendre un peu le fonctionnement d'une entreprise et surtout comprendre, quand on comprend le fonctionnement, on arrive à savoir quels sont les enjeux de l'entreprise au final et ses défis. C'est exactement ça. Tu soulèves le point de l'entreprise dans un écosystème économique et commercial hyper concurrentiel, on ne peut pas se le cacher. Et le concurrent, il peut être à la porte dans la région comme il peut être au bout du monde. Donc ça, il faut en avoir conscience. La mondialisation nous a amené cette énorme diversité de concurrence sur un marché, sur un produit. Donc ça, c'est une première chose. Et comment l'entreprise peut-elle s'adapter à ces éléments de l'écosystème qui viennent la solliciter de toutes parts, qui viennent la solliciter aussi sur un aspect réglementaire, très fort ici en Europe, pour nous, pour ce qui nous concerne. Mais l'ensemble de ces aspects qui animent, en gros, pour faire simple, qui animent cette entreprise, au-delà de la simple fabrication de produits, c'est comment comprendre et réussir à réaliser la coordination à l'intérieur de l'entreprise. Donc, comprendre l'extérieur, c'est l'adapter, c'est être capable de l'adapter en interne. C'est exactement ça. C'est être capable aussi de la comprendre. Et parlant un peu de... Quand tu as évoqué un peu ta formation à l'ESSEC, ça t'a permis d'avoir ce regard un peu élevé des problématiques d'une entreprise. Ma prochaine question, elle est liée à ça. C'est, est-ce que aujourd'hui, l'école nous prépare dans un monde où en France, on veut réindustrialiser, est-ce que l'école nous prépare les futures personnes qui vont être en charge de réindustrialiser? Futurs patrons, futurs entrepreneurs, et puis futurs salariés. Alors, je vais être sincère avec toi. Pour illustrer le sujet, j'ai eu besoin de plusieurs vies, moi. Plusieurs vies, en été plusieurs parcours, pour progresser dans cette dimension. Dans cette dimension de la compréhension du management de l'entreprise. Alors, elle est complexe et elle commence par la création d'une valeur ajoutée, la différenciation. Hyper important d'avoir cette notion de différenciation du produit sur le marché. Et ça, par exemple, on le découvre dans des écoles d'ingénierie, mais l'école d'ingénierie ne va pas aborder forcément tous les aspects du management des hommes.
La psychologie des hommes est un élément très important pour moi pour assurer une certaine cohésion dans les équipes et pour assurer aussi ce qu'on appelle l'animation et le management. Voilà. Enfin, c'est quelque chose à comprendre parce qu'il y a des mécanismes à comprendre pour être efficace. Oui. Ça, c'est évident. Et dans cette supply chain, mon rôle était justement d'améliorer cette relation, cette coordination des ressources et aussi, pour rien cacher, faire face à des tempéraments un peu forts. Il y a toujours des gens qui s'expriment plus fort que d'autres et qui ont besoin d'affirmer leur point de vue. Il faut savoir les gérer et ça s'apprend, quoi. La gestion de ces aspects-là s'apprend. Et dans une école d'ingénierie, d'ingénieur, on n'apprend pas ces sujets-là. Donc l'école ne doit pas être que technique, elle doit être aussi... Ne doit pas être que technique. Nous apprendre à mettre en situation... nous apprendre à développer un produit, certes, un service, ok. Mais la gestion des relations humaines a une énorme poids dans la qualité de la relation dans l'entreprise. Ne serait-ce qu'on parle de relations humaines, mais aussi on peut prendre en compte la dimension sociale, qui prend aujourd'hui énormément de poids. Donc pas négligeable. J'ai eu la chance de faire ces deux volets, humain et social. Et la dimension suivante, c'est l'ouverture de l'entreprise vers l'extérieur de son contexte, qui est l'ensemble des parties prenantes, étatiques, économiques, réglementaires, normatifs, enfin tous les éléments qui entourent une entreprise, quoi. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que pour le comprendre, je voulais juste terminer, c'est que c'est l'enchaînement de ces expériences qui m'ont permis d'aboutir à cette compréhension. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je me sens à l'aise dans ce métier de conseil. Voilà, c'est le cumul de cette expérience et qui n'est pas un parcours tout à fait commun. C'est aussi un parcours que j'ai choisi parce que j'avais envie de choisir le cap de mon profil, enfin de mon parcours, quoi. Non, mais tu as raison. C'est ça. Tu as raison. Moi, ce que je pense par rapport à l'éducation, je pense que c'est quelque chose qui est général. Pour l'industrie va beaucoup plus vite que l'école. Alors, la technique, l'innovation. La complexité. Voilà. La complexité, ah oui, on va très vite là, oui. Et avec la dimension numérique, l'innovation digitale, cela prend encore une forme d'accélération avec les années qui passent. Voilà, moi, comment je vois la chose, c'est que l'école, c'est quelque chose qui est fixe, alors que l'industrie, c'est quelque chose qui est en mouvement. Tout à fait. Et ça bouge tous les jours. Tous les jours, on voit de la nouveauté. Tous les jours, on va chercher de la compétitivité encore plus. Mais tu comprends pourquoi j'y ai mis... C'est ça qui m'intéressait dans l'industrie. C'est exactement cette dynamique. Voilà. Là, tu mets le doigt exactement sur les raisons qui ont fait que j'ai choisi cet angle d'attaque de l'économie. C'est l'industrie, quoi. Alors, pour moi, c'est dynamique. Ça bouge, c'est innovant. Ce sont des belles rencontres aussi. Et ce sont des rencontres de personnes ingénieuses. Alors, tu vas aimer ma prochaine question, c'est justement, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'industrie ? Alors, merci vraiment, Soufiane, pour aborder cette question des intérêts. Alors, ce que je n'aime pas déjà, commencer. Je vais commencer par là. Je vais pouvoir en parler parce que je l'ai vécu, je l'ai managé et je ne l'ai pas du tout aimé. Il s'agit de fermer une entreprise. Voilà. Oui. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai été amené à contribuer plus d'une fois. Malheureusement, j'ai pas du tout aimé cette situation qui est extrêmement déstabilisante pour l'économie, les gens, pour les employés, pour tout le monde. C'est une énorme perte. Aujourd'hui, il est facile pour moi de constater que les entreprises ferment, qu'il y a une liquidation. Ok.
De le constater de l'extérieur, c'est facile. Ça ne touche personne. Mais de le vivre, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, quoi. Très douloureux. C'est quand on connaît les gens. Quand on connaît les gens, oui. Avec qui on travaille depuis quelques mois, quelques années, avec qui on a peut-être pris des engagements sur l'évolution de l'entreprise. Voilà. Ça, détruire tout ça, c'est une catastrophe. Donc oui, pour manager des équipes, pour leur donner envie, pour les tirer vers le haut, on leur donne des perspectives d'avenir. Et à un moment donné, tout peut s'effondrer sur une décision qui dépasse peut-être le simple site, qui peut être un contexte économique, qui peut être un contexte actionnaire, qui peut être de plusieurs origines. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais vivre la fermeture d'une entreprise, d'un site, c'est quelque chose de très, très douloureux. Maintenant, ce que j'aime, c'est la diversité de l'innovation, c'est l'entreprise qui bouge, c'est l'entreprise qui se remet en cause. On voit tous les jours de nouveaux produits, ou techniques, ou digitaux, ou services. Ça vient de ces créateurs, de ces créatifs, des gens qui ont imaginé qu'un tel besoin pourrait être couvert ou pourrait être alimenté par un produit ou un service. Et quand je vois la diversité technique du produit, ne serait-ce que de la voiture. Je vais juste prendre un exemple. Tiens, ma première voiture, quand j'ai eu 18 ans, une petite Renault 5. D'accord ? Je reprends la nouvelle voiture Renault 5 des années 2025. Mais comment te dire que ça a bougé ? Ça n'a plus rien à voir. Et il y a une telle évolution technique, et c'est l'entreprise qui a permis ça. Cette évolution, cet énorme progrès. C'est ça, tout à fait. Je prends un autre exemple. Les entreprises qui envoient les fusées sur la Lune, ce sont des entreprises. Ok. Il faut un groupement, il faut un écosystème, il faut une convergence, un groupe. Il faut un groupe de travail qui est cette entreprise. Il faut ses fournisseurs, ses services. C'est très varié. Je rejoins ta vision des choses. Moi, ce que j'aime dans l'industrie, c'est que c'est du concret. C'est de l'économie réelle et utile. C'est exactement ça. Donc, on voit ce qu'on produit au final. Et tu vois ce que tu produis, tu peux le mesurer et le retrouver chez ton client. Effectivement. Quand tu as un défaut dans cette livraison, tu as le retour immédiat aussi. Ça, c'est vraiment remarquable. C'est effectivement aussi rapide que sur les réseaux sociaux. Le retour de l'avis d'un client sur ça va pas, c'est pas tout. Bon, voilà. C'est quelque chose qui est a un effet rétroactif très très efficace. Donc tu es confronté à la vraie vie, à la vie réelle, comme on dit. Donc oui, là on est sur quelque chose de très dynamique, très dynamique. Et ce que tu évoques, je l'ai rencontré moi sur des métiers de création de produits pour l'automobile. J'ai vu suivre des produits nouveaux, totalement innovants, dans la fabrication de fonctions. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai pu les mettre en prototype, j'ai pu les mettre en production, en industrialisation. Je les ai planifiés et j'ai ensuite organisé la livraison en synchrone chez mon client, qui était une des usines de Peugeot à l'époque. Donc, on a, grâce à cette entreprise, créé toute cette chaîne de valeur qui est une concentration de technologies, de savoir-faire multiples, avec plein de ressources, très très variées. Et donc oui, c'est vécu avec beaucoup de plaisir, tout ça. Quand tu parles de création de valeur, moi je vais te dire ce que j'aime pas dans l'industrie. C'est qu'on considère la compétitivité juste une question de coût. Alors que pour moi, c'est d'abord une question de création de valeur. Alors,
l'entreprise est un écosystème de création de valeur. Ce que tu abordes par le coût, moi je le vois par la compétitivité de productivité que l'on va chercher sur les coûts en transférant sur les achats une réduction du coût par l'achat. Voilà. Aller au moins cher sur un produit sans chercher à comprendre l'ensemble de la valeur autour du produit. Exactement. Et je pense que c'est en partie, pas totalement, mais en partie ce qui a un peu creusé nos difficultés aujourd'hui économiques, c'est l'exportation d'un savoir-faire. Donc on achète un service, un produit très lointain, moins cher, mais juste parce qu'on a regardé le coût primaire du produit. On a juste regardé ça. On n'a pas regardé et pris en compte l'ensemble de la balance de la chaîne logistique, des transports, des services. J'ai eu l'occasion, moi, de vivre un produit acheté en Chine. Quand il a fallu dire « ça ne va pas », la réponse a été « mettez-le à la poubelle, prenez-en un autre ». Ah pardon, ça marche comme ça chez vous? Voilà, on est complètement... on n'a pas du tout le même point de vue sur cette question de qualité de produit, qualité de service. Ouais. Ça, c'est une chose. Et donc, voilà, la notion de coût, pour moi, elle n'est pas forcément constructive si notre chaîne de valeur ne s'appuie que sur des réductions de coûts par l'achat. Ça, c'est la grande difficulté auquel on est confronté. La valeur d'un produit, c'est aussi l'accès aux services, aux fournisseurs, à la relation qu'il a, à la peut-être ou parfois à sa proximité, mais c'est pas le seul. Et ça demande d'avoir une vision long terme au lieu d'avoir une vision court terme. Alors la problématique, c'est exactement ça. C'est notre économie industrielle a été soumise à une vision court-termiste liée au fait que le dividende, il faut savoir le cracher à très court terme, c'est-à-dire 3-4 mois. Vous avez la même lecture dans une entreprise familiale, vous n'avez plus du tout la même, immédiateté dans le résultat. Exactement. L'investissement peut se vivre à plus long terme, je dirais même jusqu'à 10, 12, 14, voilà, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Chose que nous avons du mal à projeter dans notre économie qui est quelque peu financiarisée, disons, pour faire simple. Oui. Voilà, donc cette relation au court terme est liée au résultat à court terme, qu'il faut savoir... Je vais employer un gros mot, mais cracher. Il faut savoir produire ce... Elle est destructrice. Elle est très destructrice. Si je peux parler, moi, d'une expérience qui va dans ce sens, moi, je pense que les achats, ils sont... pour certaines entreprises, ils sont drivés par le coût, au final. Parce que j'ai travaillé... Les achats sont drivés par le coût. Parce que j'ai travaillé pour un grand groupe qui va acheter ses produits un peu partout dans le monde. Et au final, leur TCO, leur Total Cost of Ownership, ils comptaient juste... Dedans, il y avait juste le coût d'achat et le coût de transport. Okay. Mais à aucun moment, ils parlaient de la valeur de la pièce, ni rien du tout. Et quand j'ai posé la question, on me dit, mais si vous avez un problème qualité sur des pièces, sur un lot, mais que le lot, il est dans le bateau, on va attendre que le bateau arrive en France avant qu'il reparte ailleurs. Il y a un délai de réactivité qui est impossible. Et on m'a répondu, mais ça, c'est pas notre problème, ça va être le problème de l'usine. Parce que justement, les achats sont drivés uniquement incentivés sur le coût de la pièce. C'est ça, mais tout à fait, tu illustres très bien. Cette approche un peu trop cloisonnée, je dis pas que toutes les entreprises fonctionnent comme ça. Heureusement, et depuis quelques années, 3-4 ans, on voit le fonctionnement, le décloisonnement s'opérer de manière claire. Comme maintenant, le dividende n'est plus attendu à 2 chiffres, mais
on est devenu plus raisonnable. On commence à donner de la profondeur dans cette attente de résultats. J'ai envie de dire, voilà, c'est quelque chose qui fait que moi, je pense nous rencontrons depuis très peu de temps des meilleures conditions de financement de cette industrie. Je pense que l'ensemble des acteurs ont compris cette vision à long terme qui est utile d'avoir dans l'industrie, dans la transformation. Et l'approche stratégique de cette vision du marché est essentielle. Est essentielle. Moi, je pense que quand tu parles de financement industriel, je pense que aujourd'hui, les acteurs financiers, il faut qu'ils comprennent que l'industrie, c'est du temps long. Le retour sur investissement, il n'est pas... l'industrie se fait sur le temps long. Sur le temps long, effectivement. Exactement. Mais ça a une valeur à long terme aussi. Un retour sur investissement qui est à long terme. Complètement d'accord. Je pourrais compléter la capacité à pouvoir élaborer une filière. Autant en quelques années, une filière peut être détruite. Il suffit d'aller acheter ailleurs, tout simplement. Et localement, on détruit une filière. Donc voilà, ça c'est tout à fait rapide. On a pu le constater. Et le temps long, on le mesure au travers de la nécessité de reconstruire une filière. Et c'est là où on prend la mesure du temps long. Oui, voilà. Donc c'est un exemple. Mais il y a un autre aspect qui est assez contradictoire avec ce temps long, c'est l'habitude de consommation. Lui, le consommateur, a cette capacité de choisir sur un marché très ouvert un produit qui lui plaît plus ou moins bien, avec un marketing différent, avec une approche, un service différent. Et là, l'entreprise n'a pas le temps long pour se transformer, transformer son produit. Donc, le temps long est la gestion de l'entreprise, mais la réalisation et la conception du produit en lui-même, ça reste hyper court et très souvent à l'échelle de l'année. Il faut savoir faire évoluer son produit, son service de manière intelligente avec quelques veilles techno ou commerciales sur le marché, quoi. Donc voilà, l'anticipation de cette veille, enfin que peut apporter cette veille, permet de faire évoluer le produit, et ça, l'entreprise doit absolument avoir intégré cette capacité à faire évoluer le produit. C'est d'autres contraintes, d'autant plus pour la supply chain. Alors tu fais le lien avec la qualité de la supply chain, son agilité et sa capacité à pouvoir, je dirais même, proposer et anticiper des évolutions dans le service du produit, le packaging, la relation fournisseur. Oui, absolument essentiel. Si le produit évolue, par exemple, chaque année, et que la supply chain n'est pas robuste, en fait, le produit ne sera jamais livré ni en temps, ni en heure, ni en qualité. Alors oui, c'est tout à fait ça. Hein. C'est que il y a la dimension robustesse qui est plutôt décrite au travers des processus. Il y a la dimension d'agilité, qui est sa capacité à se remettre en cause. Effectivement. Et la dimension d'efficience, qui est cette fois-ci plutôt le bon service au juste coût, mais pas trop cher. Tu vois, la relation entre le bon service, mais pas trop cher. Il faut rester dans cet équilibre assez fragile que l'on recherche sans cesse en supply chain. Ça reste un aspect économique du sujet, quoi. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui en tant que consultant, ce que tu fais tous les jours auprès des différentes entreprises. Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. Et je vais même te dire avec passion. J'ai jamais autant si bien vécu depuis ces 15 années que je fais du conseil. Je prends du plaisir dans ce que je fais. Et j'avoue que ça, c'est vraiment irremplaçable. Alors parlons un peu du conseil.
quel est selon toi le plus gros cliché qu'on a sur le consultant, et est-ce que tu peux me dire pourquoi les industriels ont besoin de faire appel aux consultants? Alors, je vais essayer de ne pas être méchant sur le conseil. Tel qu'il a pu être pratiqué il y a quelques années par des grands cabinets où le service du conseil a apporté de la production, je vais reprendre des termes que j'ai entendus, qui sont la production de PowerPoint. Voilà. Le conseil, c'est pas ça. Traduire des idées, oui, on est d'accord. Savoir les illustrer, les mettre, les rendre compréhensibles. Oui, c'est utile de les mettre sur un support. On est d'accord. Expliquer le cheminement et la démarche, c'est absolument nécessaire de le traduire sur un support. Pour vulgariser. Mais le conseil, pour le vulgariser, exactement, le rendre compréhensible, tout simplement palpable. Le conseil, c'est aussi du conseil opérationnel. Pour moi, le conseil opérationnel, c'est savoir auditer l'état des lieux, savoir analyser, avoir cette dimension de recommandation, cette approche, mais savoir traduire ça sur le terrain par une mise en œuvre. Si un patron fait appel à une ressource externe, à un tiers pour se faire aider, c'est aussi en partie pour mettre en œuvre ce qui a été recommandé comme évolution. Quand j'illustre ça, moi, plein de retours de projets, d'expériences très réussies me reviennent à l'esprit. Quand un DG me dit il faut que je trouve une solution à moins d'un mois, à moins de 2 mois, j'arrive plus à payer mes fournisseurs. Alors là, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Une entreprise qui a plusieurs dizaines d'années, un savoir-faire unique, et elle travaille du cuivre. Alors vous allez me dire peut-être que c'est lié au cours du cuivre. Non, c'était pas du tout lié au cours du cuivre, c'était lié à des mauvaises pratiques dans l'achat et l'approvisionnement, tout simplement. Dans cet exemple-là, qui est une petite PME de 80 personnes, j'ai envie de dire que mon intervention a été cruciale pour réussir à changer le processus d'appro et d'achat pour réduire améliorer ce BFR et réduire ce stock, quoi. Tu peux bien sûr, oui. Pardon. Mais moi, ce que j'ai vu aussi, quand j'étais consultant, j'ai pu rencontrer plusieurs chefs d'entreprise. C'est qu'ils sont pas. Déjà, premièrement, ils y voient pas un intérêt direct de faire appel à un consultant. Ils ont l'impression de pouvoir régler les problèmes tout seuls. Et parfois, quand ils font appel aux consultants, ils leur disent ce qu'il faut faire. Alors, ils leur disent ce qu'ils attendent. Exactement. Ce qu'il faut faire. Je ne sais pas qui disait que ça ne sert à rien de recruter des gens intelligents ou bien des gens qui sont capables avec une expertise pour leur dire quoi faire. En fait, il faut leur présenter la situation, il faut les orienter et puis travailler avec eux de concert pour améliorer les choses. Alors, voilà, tu approches une question de la relation du conseil dans l'entreprise, sa perception. Il est essentiel que le conseil apporte cette réflexion, cette approche analytique, souvent pour dévoiler des aspects que le patron n'a pas forcément vus comme premier risque. L'avantage d'un conseil que je vais même qualifier d'indépendant, pour faire la différence versus le conseil des gros cabinets, et qu'il est très, très agile, disponible un jour ou 10 ou 4, mais c'est hyper flexible, et que ce conseil peut être, j'ai envie de dire, la personne à qui le patron peut poser des questions
et se renseigner ou avoir un avis ou confronter l'avis d'un fonctionnement, d'un service. Et donc, cette approche externe par un tiers de conseil permet de prendre du recul. Le patron a besoin de ce recul. Et tu évoques la dimension impliquée dans le fonctionnement opérationnel. Ça veut dire produire, ça veut dire qualité, ça veut dire rentabilité, ça veut dire au quotidien, on va résumer ça par la tête dans le guidon, pour faire simple. Oui, bien sûr. Être sur tous les fronts de qualité, de production, de RH, de recrutement, de comment sortir un nouveau produit et autres. Voire même comment faire évoluer un procédé. Donc, le quotidien du patron de l'entreprise, c'est ça. Et prendre du recul, ça n'est pas aussi facile que ça. Alors, certains prennent du recul en s'organisant en association d'entrepreneurs. Voilà, on voit ces groupements qui permettent de comparer les situations des uns et des autres par rapport à un contexte qui est celui de la recherche rapide, celui de la recherche d'idées nouvelles, de regards nouveaux sur l'entreprise, sur son fonctionnement. Le conseil est un des meilleurs leviers que l'on peut contracter en quelques jours seulement. Et personnellement, moi, j'ai mis en place un outil de 360 degrés sur la performance de la supply chain, que j'ai construit d'ailleurs avec des professionnels de la supply chain et des managers et des industriels. Donc, ce sont des gens du terrain qui l'ont fait évoluer avec moi. Ce support d'audit permet d'avoir en 3-4 jours une lecture mais incroyable du fonctionnement de l'entreprise. Moi-même, j'épate la plupart des DG dans la qualité de la lecture, des points forts et des points faibles. J'ai envie de dire, pour faire, en aspect marketing, faire le SWOT rapide du fonctionnement de l'entreprise, très très efficace, et ça se fait en moins d'une semaine. Parce que justement, tu as connu plusieurs situations dans plusieurs entreprises. Tu peux comparer, tu peux connaître, savoir où se trouve le problème très rapidement. Donc pour moi, c'est un retour sur investissement qui est très rapide. C'est un message à adresser aux chefs d'entreprise. Et c'est exactement ça. Et je peux même, en faisant ne serait-ce qu'une visite, ma connaissance des ateliers, quelques années quand même, quelques dizaines d'années même de vie dans les ateliers, dans les entrepôts, fait que j'ai un œil assez averti de l'observation, avec mon observation, qui est d'ailleurs, c'est peut-être lié plutôt à une déformation professionnelle, qui est le sens de l'observation et le sens de l'écoute, qui fait que je sais détecter les points critiques en quelques minutes. Une simple observation de sécurité me fait comprendre que il y a la parole, mais il y a aussi le sens qu'on veut donner à la sécurité des employés. Voilà, par exemple. L'ergonomie, la dimension sociale dans l'entreprise, mais aussi comment est-ce que l'on arrive à déléguer le contrôle de cette qualité de produit au sein de la chaîne de production. Voilà, les Japonais, pour ne citer qu'eux, ont su, et en particulier que tout le monde connaît dans l'industrie, qui a su déléguer cette mesure de la qualité du produit. Eh bien, dans la supply chain, nous avons la même approche dans la prise de commande, dans la gestion du stock. Donc, on intègre cet autocontrôle dans la chaîne de la supply chain, comme on l'intègre sur la réalisation d'un produit dans son, on va dire, dans son procédé. Tout à l'heure, tu as dit qu'aujourd'hui, la fabrication de nouveaux produits ou la production de nouveaux produits ou la conception de nouveaux produits est très rapide. En fait, ça va de plus en plus vite. Ça va très vite, c'est ça. Le renouvellement du produit... Le renouvellement va trop vite. Et je pense que... Trop, peut-être pas. En réalité, c'est la vie. C'est la vie. C'est le sens de l'histoire. Le cycle économique. Et je pense que
le cycle des transformations des entreprises doit aussi être aussi rapide que la naissance de nouveaux produits. Alors là, moi, je suis totalement convaincu par cette nécessité que l'entreprise va avoir dans les années qui viennent à se transformer continuellement, en fait. Continuellement. Et c'est, je pense, sur des échéances de 6 mois, quoi. Hein. Le rythme des échéances de renouvellement. D'ailleurs, on le voit très rapidement quand j'ai commencé ma carrière dans le milieu industriel. Les innovations de produits étaient à l'échelle de 3 à 4 ans. D'accord. Et je parle d'innovation sur des technologies de moteur, par exemple. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est carrément à l'échelle de moins d'1 an, voire 6 mois, nous avons des innovations. Et en plus, le fait d'intégrer l'IA dans le potentiel de recherche de R&D, cela va donner en plus une encore plus grande accélération de cette innovation, sans aucun doute. Et nos entreprises ne sont pas tout à fait prêtes à suivre le rythme encore. Hein. Alors, pour cela, on a développé un processus très pertinent qui est ce qu'on appelle, que tout le monde connaît, mais que personne ou très peu, quelques-uns l'appliquent, c'est le SNOP, le Sales and Operation, qui est le processus qui, en théorie, devrait pouvoir, à l'échelle d'un horizon de 3 mois, être renouvelé. Donc tous les 3 mois, 4 fois par an, tu vois un peu, on doit pouvoir se permettre de se poser la question de l'évolution du marché, de la demande, des produits qu'il faut arrêter, voire des produits qu'il faut mettre en exergue. Et il y a très peu de sociétés qui le font. Mais c'est un processus qui existe, qui mérite d'être développé dans de nombreuses entreprises. On sait faire de la prévision, on sait moins bien faire du SNOP. Voilà. Bon, c'est une chose. Alors d'autres vont l'appeler plan industriel et commercial, pour parler un peu plus français. Mais voilà, ça c'est un des leviers que nous avons dans l'entreprise et qui est porté par la supply chain. Oui, c'est la supply chain qui porte ce processus et qui fait que le métier de la supply chain redevient encore sur cet aspect-là au devant de la scène et qu'elle a besoin d'être présente au CODIR, par exemple. C'est devenu aujourd'hui une position stratégique et de décision incontournable. Pour tous ces aspects qu'on vient d'évoquer, elle prend une position centrale. Alors, tu nous as parlé un peu de pourquoi les entreprises industrielles ont besoin de consultants. Comment tu décrirais un bon consultant ? Enfin, de quoi il a besoin pour devenir un bon consultant ? Le bon consultant, je dirais qu'il doit avoir une grande variété d'expériences. D'expériences de multiples industries, secteurs et d'entreprises. C'est cette connaissance, cette diversité qui fait la qualité, ce que je vais appeler du retour d'expérience. Le bon consultant, c'est quelqu'un qui développe de la veille technologique et pas que sur quelle est l'évolution du dernier ERP. Hein. C'est quelle est l'évolution technologique dans les modes de prévision, dans les outils IA et comment l'IA va s'intégrer dans les processus. C'est quelles sont les nouveautés dans la technologie des robots. Et là, il y a toute une série de familles qui se déclinent sur le transport et sur ce qu'on appelle la manutention. Il y a plein de sujets nouveaux comme ça qui arrivent sur les applications informatiques qui vont faciliter la vie ou améliorer le fonctionnement dans la chaîne supply de la gestion du flux d'infos. Il y a des applicatifs maintenant que l'on retrouve sur des téléphones smartphones qui sont juste
incontournable maintenant. Oui. On gagne en mobilité, on gagne en déplacement, en agilité. Donc la veille technologique, pour moi, est vraiment au cœur du métier. Et sur la dimension compétence, je dirais l'écoute, essentielle. En préparant cette émission, tu m'avais parlé de la psychologie aussi. Alors, l'importance de la psychologie. Je dirais que la connaissance de la psychologie permet l'écoute. D'accord. C'est ça. C'est une mécanique où le consultant doit pouvoir se mettre à la hauteur du DG, à égal, j'ai envie de dire, avec sa connaissance, sa culture générale, bien sûr, mais aussi auprès d'un opérateur. Voilà. Savoir adresser la question à un opérateur, et l'opérateur va, comme il va le pouvoir, exprimer les difficultés qu'il rencontre. Donc ça, c'est la richesse du consultant, c'est de pouvoir aller capter l'information dans tous les services et à tous les niveaux de l'entreprise. D'accord, ok. Donc la dimension psychologique, oui, elle est importante par rapport à cette capacité d'adaptation, sans aucun doute. Le bon consultant, c'est aussi quelqu'un de très curieux, naturellement, obligé. Okay. Je veux dire. Et puis, un dernier aspect, c'est l'humilité. Voilà. Le consultant ne détient pas la vérité. Il arrive à la révéler, cette vérité, mais au premier abord, non, il ne détient pas la vérité. Alors, dans tes missions de conseil, quelle est la chose la plus absurde que tu aies vue ou bien qu'on t'ait demandé de faire en tant que consultant ? Merci. Alors, j'ai envie de dire que la plus absurde, je relativise ta question. Je me positionne maintenant dans la position de celui qui l'a posé cette question. Okay. Et il s'agit par exemple d'un directeur des opérations, multisite, ETI, qui me dit j'aimerais que tu me fasses un audit rapide parce que je pense que mon responsable supply chain n'est pas à la hauteur. D'accord. Alors là, ça m'a inquiété. Chercher un bouc émissaire. C'était sa façon d'interpréter les choses. Il interprète les choses en fonction de ce qu'on lui remonte. Okay. Par qui ? Les gens qui l'animent, qui sont autour de lui. Oui. Ça peut être un directeur qualité, ça peut être un directeur production, ça peut être un... Donc c'est forcément... Ce que j'ai envie de dire, l'écosystème autour de ce directeur des opérations qui a plusieurs entreprises, plusieurs sites, et ses références à lui ne sont pas la vie d'un atelier, ce sont les managers de ces différents sites. Donc, tout de suite, connaissant la position hiérarchique de ce monsieur, je sais quelles sont ses sources. Okay. Et ces sources ne sont pas, obligatoirement, la vie de l'atelier. Déjà, première chose. Donc, voilà. Mais quand j'ai fait mon audit, à peine 6-7 jours après, les conclusions lui arrivaient pour dire je crois que le problème est ailleurs. C'est souvent ça. Si vous permettez, je vais vous décrire à vous, déjà, dans un premier temps, en personne et en one-to-one, mon sens de cette lecture, qui est que le problème est au commerce. Et là, je l'ai senti pendant 2 minutes déstabilisé, mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que très vite, je lui ai expliqué pourquoi j'arrivais à ce constat. Différence entre un potentiel de production et un carnet de commandes. Voilà, la capacité industrielle et la dimension du portefeuille industriel de commandes, c'est quelque chose qui doit être aligné. Bon, je ne rentre pas dans le détail. C'est tout simplement pour dire que l'audit, ou plutôt ma façon de faire un audit, me permet de comprendre quels sont les points forts, les points faibles, les points de risque dans l'entreprise. Je rencontre aussi bien la fonction RH
que la direction financière, que le directeur de prod. Je vais dans les ateliers, je rencontre les chefs d'équipe dans leurs îlots de production. Je vis l'entreprise, je vis au pied des machines. Je vais sur les îlots d'AIC, qui sont les îlots d'animation de la performance dans les ateliers. Je vis tout ça. Donc tu es consultant en supply chain, mais tu fais un audit global en fait de l'entreprise. Je fais le 360. Voilà. 360 end-to-end. Et vertical au sens exécution versus stratégique. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi, la supply chain, c'est la gestion des flux physiques, mais flux d'informations et flux financiers. Et flux financiers, c'est tout à fait ça. C'est tout ça en même temps. C'est tout à fait ça, et cet audit va regarder ce fonctionnement. Exactement. Et la manière dont il est animé. Parce qu'il y a aussi la compétence des hommes, plus ou moins capables. Alors tout n'est pas jeté, attention. Parfois c'est juste un accompagnement, une formation qui va savoir permettre de faire la différence. J'ai eu une expérience un peu qui se rapporte aussi à ça, où un client m'a demandé d'aller voir un fournisseur parce qu'apparemment il y avait un problème avec le fournisseur qui ne livrait pas à temps. D'accord. Quand je suis parti voir le fournisseur, j'ai fait mon audit pareil, et on s'est très vite rendu compte que le problème venait du client. Lui-même. Que le client lui-même, que c'était des échéances de paiement qui ne payaient pas le fournisseur à temps. Donc le fournisseur avait un problème de trésorerie qui ne payait pas ses fournisseurs. Donc c'est une boule de neige. Mais c'est difficile de l'expliquer au client derrière, que le problème vient de lui et pas de son fournisseur. Donc, merci pour ce témoignage, parce que là, ça résonne exactement avec ce que je vis sur le terrain tous les jours. Au sens où même la qualité de la définition des objectifs et la manière dont ils sont déclinés dans les services a son importance. Ça veut dire qu'on peut même remettre en cause la manière dont la gouvernance est déclinée au sens vision du marché versus déclinaison en objectif opérationnel. Et ça, c'est tout le côté... on va dire la qualité de l'apport de la dimension avec pragmatique et avec les mots justes, on arrive à expliquer ça à un patron. Aussi ça. Alors il faut faire preuve évidemment de beaucoup d'écoute, d'attention, de psychologie. Voilà, on n'est pas là pour broyer des idées ou autres. Non, au contraire. Il faut plutôt, selon moi, et ça c'est tout à fait une approche psychologique ou plutôt de management, qui est de rebondir sur ce qui est bien fait pour compléter ce qui peut manquer. Et surtout pas pointer du doigt ce qui ne va pas. Très bonne approche. Voilà. Et ça rejoint à ma prochaine question, c'est quel est le conseil que tu donnes tout le temps aux entreprises qui n'appliquent pas, aux chefs d'entreprise? Parce que le conseil qui pour toi les chefs d'entreprise refusent ne l'appliquent pas, quoi, simplement. Quel serait le conseil que les entreprises ne suivent pas? Ah, là tu me... Moi par exemple, de mon expérience, ça va être la formation. Ce que je dis dans mes interventions, ce que je dis, c'est qu'il faut former tout le monde, en fait, de l'opérateur, un ingénieur. Il faut une formation qui soit continue pour faire face à l'évolution du marché, à l'évolution de l'industrie. Et ça... Pour moi, c'est un outil, ça, tu vois. Okay. C'est un outil. C'est un outil. Ce que j'aime mettre en avant, moi, c'est la capacité à devoir déléguer. Et ça, cette délégation, c'est une forme de confiance qu'on adresse. Et pour aller vers cette délégation de responsabilité, de gestion de qualité dans le service, ça peut être justement, le vecteur peut être la formation. Oui, tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, la formation est un outil. Mais la capacité à pouvoir déléguer, faire confiance et avoir confiance dans ce qui sera réalisé,
c'est peut-être le conseil le moins suivi ou le moins facile à mettre en œuvre dans l'entreprise. D'accord. Très souvent, moi, je rencontre des directeurs, des dirigeants qui ont parfois même racheté l'entreprise, qui, au travers de l'expérience, pensent tout connaître de l'entreprise et tout connaître de leur manager. Voilà. Donc voilà. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à déléguer. Attention à ça. Attention à cette ouverture d'esprit. Moi, je trouve que ce qui contrebalance bien la centralisation des décisions, c'est plutôt la dimension collective et collaborative qu'il faut savoir développer. C'est-à-dire, là, on aborde justement la délégation, on aborde la confiance dans ses managers, on aborde la capacité à pouvoir confier un projet à quelqu'un qui n'est pas à la direction, quoi. Et j'ajouterais aussi la capacité à travailler avec les autres départements. Parce que moi, ce que je remarque, en tout cas dans les PME, même dans les grands groupes, c'est que les départements ne communiquent pas vraiment entre eux. Et ils ne se parlent pas le même langage. On va dire que les achats ne comprennent pas la production ne comprend pas la logistique ne comprend pas... Voilà. Personne ne comprend personne. C'est très souvent ça. Et du coup, ils ont des intérêts divergents au lieu que ce soit convergent. Alors, ce que tu témoignes recoupe ce que je vis sur d'autres aspects qui sont la relation avec les fournisseurs. On ne se comprend pas avec un fournisseur, déjà parce qu'on ne se rencontre jamais. On s'écrit, mais on ne se rencontre jamais. Et la même chose avec les clients. Au sens relation B2B, du business. La rencontre avec le client ou le fournisseur sont essentielles. La rencontre en interne entre l'achat, le commerce et ce que on qualifie autour de l'ingénierie ou de la management d'autres aspects de la fonction de l'entreprise. Et cette rencontre et cet échange, si elle n'a pas lieu, c'est très dommageable pour l'entreprise. Et c'est là où on assiste au cloisonnement. D'accord ? Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un directeur des opérations qui savait très très bien décloisonner. Ça se faisait le vendredi soir autour d'un barbecue sur le bord d'un étang. C'est exceptionnel. Les conditions où tout le monde est d'égal à égal, les gens se connaissent mieux et l'échange est plus facile. D'accord. Tout à fait. Ma prochaine question, c'est quels sont, selon toi, les défis et les enjeux des entreprises industrielles aujourd'hui et comment déjà survivre aujourd'hui et comment être compétitif demain ? Être compétitif demain, je crois que c'est même une condition qui est actuelle. La compétitivité, c'est au quotidien, c'est même mensuel. Voilà, c'est toujours une question de rentabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui se poursuivra demain. Ce qui change, c'est l'adaptation de l'entreprise aux nouvelles conditions qui sont externes à l'entreprise, qui sont la dimension sociale, qui sont les nouvelles générations. On n'embauche plus maintenant, en 2025, comme on embauchait en 2020 ou 2019. On n'embauche plus les mêmes personnes, les mêmes personnalités. Les gens ne voient plus... les nouvelles générations ne vivent pas une carrière professionnelle comme on pouvait l'imaginer il y a 10-20 ans. Parce que pour eux, c'est profiter de la vie maintenant tout de suite, avoir une rémunération maintenant tout de suite pour en profiter maintenant tout de suite, faire le tour du monde maintenant, et c'est pas dans 20 ans. Donc l'idée pour la nouvelle génération d'approcher ce que pourrait être l'épargne, c'est même pas envisageable. On est dans la consommation immédiate et ça, c'est ce qui fait que les habitudes de consommation évoluent très vite.
2, que les nouveaux outils digitaux font que tous les gens, jeunes et moins jeunes, ont accès à tous les produits partout sur la Terre. Donc, c'est simple, faut dire les choses. Et l'accessibilité à l'information et à la capacité à acheter fait que, oui, les marchandises circulent. Donc, l'entreprise, c'est surtout ça, c'est être capable, pour moi, de s'adapter et d'anticiper. Alors, voilà. Trop tard, une fois qu'on est en train de dire oui, mais il y a un an, c'était plus... Non, mais d'accord, mais c'est trop tard. Il y a un an. On ne va pas réécrire l'histoire. C'est cette capacité à pouvoir anticiper l'évolution des consommations, l'évolution du besoin, voire même les attentes des fournisseurs et des clients, et les attentes de ses salariés. Oui. C'est toute une combinaison assez fragile qui font que on développe de nouveaux moyens dans l'entreprise, on développe de nouvelles relations. Et je pourrais témoigner d'une chef d'entreprise, d'une toute petite entreprise qui n'a que moins de 20 salariés, qui fabrique des fenêtres tout près de chez moi. Et cette chef d'entreprise constate combien en 10 ans son entreprise a évolué et comment elle a été amenée à évoluer avec cette entreprise. Donc voilà, cette capacité du manager et du directeur général à évoluer, très important. Donc ça, c'est une ouverture sur le monde. C'est incontournable, c'est comme ça qu'il faut le dire. Oui. C'est comme ça qu'il faut l'exprimer. Et capacité à pouvoir intégrer l'évolution dans les habitudes, les relations, la dimension sociale de l'entreprise. Donc oui, ça c'est l'avenir que l'entreprise sur laquelle l'entreprise doit se questionner. Et ça ne se fait pas forcément avec des tiers. Ça se fait. Alors le tiers permet de se questionner, mais la résolution de la question est à l'intérieur de l'entreprise. Elle se fait avec les collaborateurs. Donc c'est un peu comme les chevaliers de la table ronde. Je veux dire, un codir, ça devient ça. Ça devient tout le monde a sa voix à la décision. Et tout le monde doit apporter sa voix à la décision. C'est cette dimension collaborative qu'il faut savoir intégrer. Et puis, c'est ça qui permettra pour moi à l'entreprise de devenir agile. Mais l'agilité d'une entreprise, ça ne se décide pas comme ça. D'accord. C'est une transformation profonde en interne qui permet d'organiser le débat, d'organiser la décision, qui n'est plus la décision unique d'une personne avec une vision peut-être un peu trop restreinte. Donc il y a l'agilité, il y a la capacité de se transformer rapidement. C'est ça. Capacité à se transformer rapidement. Et pour cela, d'ailleurs, moi je vois un levier essentiel. C'est l'organisation de la logistique, supply chain. Bien sûr. Alors la supply chain, pour moi, elle est au cœur de cette transformation, au cœur de cette dynamique. Alors elle va se faire aider avec une direction informatique, une DSI. Elle va se faire aider pour apporter de nouveaux outils, pour apporter de l'innovation dans les outils du quotidien. Elle va se faire aider avec les RH. Elle va se faire aider sur la manière d'appréhender des prévisions de vente. Mais, bref, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, la supply chain doit déjà suivre le mouvement. D'accord. Enfin, plus que le suivre. Je dirais même l'anticiper et le produire, quoi. D'accord, ok. Donc agilité, supply chain robuste, et la capacité à se transformer rapidement et suivre un peu la consommation du client, ce que veut le client, d'avoir une longueur d'avance là-dessus. Exactement. Et puis, alors là, je vais apporter une approche qui est plutôt RH, cette capacité à pouvoir cartographier les forces, les compétences dans son équipe. Ouais, parce que souvent, la réponse, elle est dans l'équipe. Oui. Alors, il y a une question qui revient en ce moment, c'est que
alors beaucoup disent qu'on ne peut plus produire en France parce que c'est trop cher, parce que les concurrents submergent le marché, c'est vrai. et que c'est compliqué aujourd'hui de faire face à cette vague. Donc, selon toi, est-ce que c'est suffisant justement pour l'entreprise de travailler sur l'agilité, la transformation à la supply chain et d'autres aspects de l'entreprise? Est-ce que c'est suffisant pour que l'entreprise soit vraiment compétitive? Alors, dans cette approche de positionnement sur le marché, il y a tout de suite une question qui arrive, c'est le coût de revient du produit. Donc, dans le coût de revient du produit, il y a de la matière première. Il faut se rassurer que ce soit un Chinois qui achète du cuivre ou de la matière première, c'est le cours mondial aujourd'hui. La matière première a un cours mondial. Et donc, que ce soit un Européen ou un Chinois ou qui que ce soit qui l'achète, cette matière première, coût de revient est pratiquement identique. D'accord ? Par contre, la distance d'acheminement, les moyens d'acheminement, là où les Européens sont très forts, c'est qu'ils savent très bien normaliser les choses. Et donc là, déjà, on donne un coût supplémentaire qui est le coût de la norme. Le poids de la norme, il faut la payer à un moment donné. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc aujourd'hui, j'entends souvent le discours de la norme tue la norme. Effectivement, il en faut un peu. L'excès des normes, j'ai envie de dire, tue l'efficacité, quoi. Okay. La pertinence. Derrière, il y a la dimension transformation et l'apport, et ce que j'appelle moi la valeur ajoutée, qui est la transformation. En Europe, quel que soit le pays d'ailleurs, tout le monde l'a abordé. La question en France qui est le poids du salariat, oui, sans aucun doute. Moi, je suis convaincu que ça passera par une automatisation et une robotisation des moyens. Il faut absolument que nos entreprises intègrent cette, j'ai envie de dire, robotisation pour les opérations qui n'ont pas cette valeur ajoutée, qui sont des opérations de déplacement, des opérations de stockage, des opérations avec une faible valeur ajoutée sur le produit. Donc, si je regarde les différents marchés au sein de l'Europe, l'Allemagne est beaucoup plus avancée que la France, et on parle de environ 7 à 8 ans d'avance technologique pour avoir intégré des robots dans leur industrie déjà. Mais ça, c'est juste à l'échelle de l'Europe. Si je regarde l'activité industrielle qui intègre le plus de robots dans son activité industrielle, aujourd'hui, c'est la Chine. Oui, effectivement. C'est la société, c'est le pays qui est le plus à même d'intégrer, et ce qui fait qu'il aura sur l'Europe on va dire une avance de compétitivité sans aucun doute. Et aujourd'hui, oui, la Chine nous a dépassés. Oui, sans aucun doute que l'apprenti sorcier a dépassé le maître. Ça pose aucune question là-dessus. Maintenant, pour nous réaliser des produits, ça va passer par notre différenciation, notre ingéniosité, parce qu'on a toujours cette capacité à innover, qui est toujours égale. Voilà. Et donc, cette dimension à pouvoir créer des produits sur le marché très performants, très techniques, très pointus, ne serait-ce que même sur des produits agroalimentaires. Oui. La transformation de notre système, économie systémique là, de l'économie agroalimentaire, elle est juste énorme. Notre qualité est irréprochable sur un plan mondial. Et ça, c'est un savoir-faire unique dans la transformation des produits frais. Mais c'est juste un exemple. Je prends d'autres exemples c'est pour dans ça l'innovation technique, des motorisations. Il y a vraiment tellement de force incroyable qui fait qu'on a notre place sur le marché. Parce qu'on est innovant. Maintenant, la production du produit, elle aura sa place sur notre territoire si
elle est quelque peu automatisée. Oui. Et ça rejoint la maturité de l'entreprise, en fait. Et c'est pour ça que nous, on a créé cette agence de notation de la compétitivité industrielle où on va évaluer la maturité systémique de l'entreprise. Pas que la maturité performance de l'usine, mais systémique, vraiment de la globalité de l'entreprise. D'abord, pour engager les entreprises industrielles dans l'amélioration de leur compétitivité industrielle, de leur maturité, sur tous les plans, notamment sur le plan de la maturité digitale et modernité des équipements. Capacité à pouvoir intégrer les nouvelles technologies. Voilà, exactement. Intéressant. Et de ce fait, de cette notation, on veut pouvoir l'utiliser pour valoriser l'entreprise auprès de ses partenaires commerciaux et financiers. Parce que pour avoir des robots, il faut les acheter. Il faut les acheter. Et aujourd'hui, les sociétés les plus à même d'acquérir cette technologie sont les grands groupes. Ils ont des capacités de financement plus élevées. Maintenant, mettons-nous à l'échelle des ETI, voire PME, pour robotiser leur activité. On a besoin des banques. On a besoin des investisseurs. De systèmes de financement locatifs peut-être, nouveaux. Il faut innover là. Voilà, et qui comprend l'industrie. Justement. Et qui comprend, qui se met au service de l'industrie. Voilà, exactement. Disons. Dernière question, je pense qu'on va être rapide. Merci. Tu penses quoi de cette initiative de notation de la compétitivité industrielle ? Très intéressante parce que c'est aussi ça qui nous permet, tu vois, la notation pour moi permet de prendre du recul. Alors la notion de maturité, ça me parle parce que c'est exactement cette notion que je développe dans mon audit de performance. C'est une question de maturité. Exactement. Voilà. Donc cette notion de maturité de l'entreprise qui permet de qualifier son potentiel en quelque sorte. Eh bien, moi, peut être mesurée ou évaluée par un tiers. Voilà. C'est comme ça que ça doit se faire, parce qu'il faut avoir une connaissance du secteur, il faut avoir ce qu'on appelle une connaissance du benchmark ou du positionnement des autres activités, des autres secteurs, ou de l'entreprise dans son secteur. Donc oui, l'idée que tu développes au travers de cet agent de notation, pour moi, elle est fondamentale pour apporter cette lecture et même permettre à une entreprise de se remettre en cause. Bien sûr, c'est le but. Merci, moi, je pense, vraiment bien. Merci d'avoir Merci pour ton idée, en tous les cas. Merci pour ton idée de notation que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert grâce à toi d'ailleurs. Oui. Et c'est là aussi où j'ai découvert cette utilité que tu peux apporter, mais au plaisir. Et j'ai adoré discuter avec toi. Ça me fait revenir plein de souvenirs de bons projets réalisés dans l'industrie. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Plaisir partagé. Merci.